Arrive, il y a deux types qui rentrent, qui en gros me surveillaient, me regardaient comme ça et de temps en temps découvraient leur veste où on voyait très nettement qu'ils avaient non pas un portable mais des revolvers. Il m'a dit je suis toujours protégé, dans son accent comme ça, je suis toujours protégé, mais ne vous en faites pas. C'était quand même assez terrible de penser tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Qui se cache vraiment sous le masque lifté de Silvio Berlusconi? Et d'où cette bête de télévision puise-t-elle donc son arrogance? Abbiamo anche la contestazione, evviva! Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti! Io naturalmente non ho mai corrotto nessuno. E continuano con i processi che sono stati ripresi da tutti i giornali stranieri, dove la magistratura è una cosa seria, mentre da noi è una mafia più pericolosa della mafia siciliana. Et si c'était justement la mafia qui avait contribué à maintenir pendant plus de 30 ans Silvio Berlusconi au cœur de la vie publique italienne? Et si l'animal politique et l'organisation criminelle étaient liés? Quelli che scrivono i libri sulla mafia, che vanno in giro in tutto il mondo a farci fare così bella figura, giuro li strozzo. Pour accéder à la face cachée de Silvio Berlusconi, il faut remonter au début des années 70, dans l'Italie du Nord, à Milan. Silvio Berlusconi excelle dans l'immobilier. Ce fils d'employé de banque est un homme d'affaires déjà très à l'aise. Et à cette époque, à Milan, la ville la plus riche d'Italie, brasser de l'argent, c'est forcément être une cible pour toutes les mafias venues du sud du pays. Les enlèvements contre rançon sont fréquents. J'ai connu Berlusconi en 1972. Il avait peur de se faire enlever car on avait déjà tenté de kidnapper un de ses invités. Car déjà à l'époque, il organisait ces trucs le soir. On ne savait pas très bien ce que c'était. C'était des dîners avec des amis et des jeunes filles très exubérantes. On ne savait pas si c'était vraiment cet invité qui était visé ou si c'était un message adressé à Berlusconi pour lui dire « Écoute, il faut que tu payes, comme tous ceux qui ont les moyens. » Et qui disait ça? La mafia. Je crois que Berlusconi a alors tenté de nouer des rapports directs avec les organisations criminelles les plus dangereuses. Contacter la mafia. L'homme qui pourrait l'aider dans cette tâche est un ami de jeunesse devenu son plus proche collaborateur. Marcello Dell'Utri est un Sicilien pur souche. Il va jouer un rôle déterminant dans toute cette histoire. Celui qui connaît le mieux la partition qui va se jouer a été magistrat en Sicile pendant 25 ans. C'est le procureur qui a le plus enquêté sur l'influence mafieuse dans l'entourage de Berlusconi. Témoin rare, il a accepté de partager les secrets de son enquête. Quand Berlusconi se retrouve en danger,
Face aux menaces d'enlèvement, il cherche aussitôt une solution. Que me veulent-ils? Vers qui me tourner? Vers son homme de confiance, Dell'Utri. Et il est sûr qu'à ce moment-là, Dell'Utri était déjà en relation avec des hommes liés à la mafia. Et en particulier avec plusieurs proches du principal parrain de la mafia de l'époque, un certain Stefano Bontate. Stefano Bontate pouvait compter sur près de 300 hommes armés. Il était à la tête d'une énorme fortune. C'était l'un des plus grands organisateurs du trafic international de drogue. C'était une puissance non seulement en Sicile, mais aussi dans toute l'Italie. Berlusconi se doute-t-il qu'il est en train de foncer dans un piège? Toujours est-il que son ami Dell'Utri va organiser une entrevue pour lui à Milan. Cette rencontre de tous les dangers va rester secrète pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un témoin direct décide de briser l'omerta. En Italie, les mafieux repentis qui collaborent avec la justice peuvent être exceptionnellement autorisés à témoigner devant une caméra, mais à la stricte condition de ne jamais dévoiler leur visage ni aucun signe distinctif. Je suis Francesco Di Carlo. Je suis né en Sicile, naturellement, et pendant 30 ans, j'ai fait partie d'une organisation appelée Cosa Nostra. Tout le monde l'appelle la mafia, mais en fait, son vrai nom, c'est Cosa Nostra. J'ai été le chef d'un clan important sur le territoire où je suis né. Un jour, j'étais à l'aéroport de Palerme. Je partais pour Milan et je tombe sur Stefano Bontate. Avant de descendre de l'avion, il me dit « Si tu n'as pas grand-chose à faire, viens avec nous, on déjeunera ensemble. » Alors ce matin-là, je suis resté avec eux. Nous sommes allés dans le bureau d'une société et Dell'Utri, que je connaissais déjà bien, a ouvert la porte. Et on a attendu ce monsieur Berlusconi qui devait arriver. On attendait quelqu'un d'élégant, mais il est arrivé habillé décontracté. On a discuté de ses problèmes. Il avait peur qu'on enlève ses enfants. Alors Bontate a dit qu'il n'y avait plus de soucis, qu'il allait lui envoyer quelqu'un de chez nous. Et quand nous sommes allés déjeuner avec Stefano, je lui ai dit « Bon, envoyons-lui Mangano ». Vittorio Mangano. C'est lui qui est dépêché par la mafia comme garde du corps auprès de Berlusconi. Il va s'installer à demeure dans la somptueuse villa familiale d'Arcore, dans la banlieue de Milan. Mangano va rester plus d'1 an auprès de la famille Berlusconi. L'homme est pourtant un truand notoire. Chef d'une famille mafieuse de Palerme, il est connu pour envoyer des têtes de chiens morts en guise d'avertissement à ses victimes. Mais ça, même des années plus tard, Berlusconi et Dell'Utri ont toujours prétendu l'ignorer. Mangano venne da noi con la madre, con la moglie, con 2 figli, si occupò benissimo di tutti i campi, delle coltivazioni di Arcore e benissimo dei cavalli. E per 1 anno stette lì portando a scuola, anzi all'asilo, i suoi bambini, le sue 2 bambine con i miei figli e vivendo una vita del tutto normale e regolare. E successivamente nella sua vita avvennero dei fatti per cui fu accusato di avere dei rapporti con l'organizzazione della mafia. Mi sembra perché partecipò al pagamento di pizzi, di cose presso commercianti, eccetera. S'ils disent que c'était le garçon d'écurie, c'est parce qu'ils veulent diminuer le rôle réel de Mangano. En se mettant sous la protection de la mafia et de son homme de main Mangano, Silvio Berlusconi scelle un pacte avec le diable. Une alliance qu'il va devoir honorer durant toute sa carrière. Car évidemment, la mafia n'accorde jamais sa protection sans
Ce qui est important, c'est ce que peut nous apporter ce genre de personnes par la suite. Si on a besoin de contacts dans la politique ou dans la banque ou n'importe où, ça peut servir. C'est élargir encore notre cercle de relations. C'est comme un club. Dans les années 70, la mafia sicilienne était l'organisation criminelle qui dominait le trafic de drogue au niveau mondial. Elle avait donc à sa disposition une grande quantité d'argent qu'elle avait besoin de recycler, de nettoyer, de réinvestir. Pas étonnant donc qu'elle s'intéresse à Berlusconi. Et plus particulièrement à la ville nouvelle qu'il est en train de faire sortir de terre dans la banlieue de Milan. Milano 2 est alors un projet immobilier très en vue en Italie. Celui qui en connaît les côtés obscurs est aujourd'hui assigné à résidence chez lui en Sicile. Car il a été condamné pour blanchiment d'argent sale, l'argent de son père, Vito Ciancimino, l'un des principaux hommes d'affaires de la mafia sicilienne. Le fils du mafieux n'a rien oublié du financement occulte de Milano 2. C'est un des nombreux investissements parmi d'autres qu'a fait mon père. On a profité de l'amitié de Marcello Dell'Utri, l'ami historique de Berlusconi, qui a proposé à des hommes liés à Cosa Nostra d'investir dans ce grand projet de lotissement. Ma mère a raconté qu'elle-même avait rencontré des promoteurs immobiliers célèbres comme Berlusconi et comment, avec lui, on s'échangeait de l'argent dans les restaurants. On parle de 500 millions d'anciennes lire à chaque rendez-vous, qui était le résultat d'autres spéculations immobilières déjà effectuées par des gens de Cosa Nostra, avec l'aide de promoteurs proches de Cosa Nostra. Premier des miracles judiciaires qui vont jalonner sa carrière, Berlusconi ne sera jamais inquiété pour avoir blanchi de l'argent sale à Milano 2. La vérité, c'est donc que nous n'avons jamais rien pu prouver de façon certaine. Parce que nous avons débuté nos investigations dans la deuxième moitié des années 90, soit plus de 20 ans après les faits. C'est pour cela que nous n'avons retrouvé qu'une comptabilité incomplète. Même si nous avons établi qu'il y avait des trous noirs, des anomalies, des augmentations de capital symptomatiques d'entrée d'argent liquide. Et cela sans aucune explication valable. Silvio le Téméraire a-t-il eu peur de poursuivre ses opérations dans les eaux troubles de l'immobilier de l'époque? Ou s'est-il simplement lassé? Toujours est-il que progressivement, à partir du milieu des années 70, il va changer de métier, sans pour autant s'éloigner très longtemps de la mafia. En attendant, l'homme d'affaires semble avoir trouvé sa voie, celle qui va faire sa notoriété internationale et sa fortune colossale, la télévision commerciale. E non è facile, credetemi, fare una televisione, perché in Italia non esiste alcun know-how per una televisione privata. Non esistono i tecnici e quindi noi stiamo formando dei giovani che a poco diventano dei professionisti. Ecco, il mixer, vedi, ti permette di fare degli effetti. Télé Milano est sa première chaîne, ou plutôt son premier brouillon. Ciao a tutti signori, i prezzi crescono, il gelo aumenta, ma l'energia purtroppo continua a calare. Questa è Télé Milano. Télé Milano, c'est local. C'était une télévision de quartier, mais c'était seulement le câble pour les 8000, 9000 habitants de Milano 2. Allora, ci siamo dilungati un po' a parlare dei nostri sponsor, ma nelle emittenti private ci vogliono gli sponsor, perché sono quelli che pagano. Vendre, séduire, en petit sont les thèmes de la télévision commerciale. Sont la Bible de la télévision commerciale. Alors, je vous raconte une chose, comme j'ai démarré avec lui. Il m'a dit, écoutez, à Milano 2, il y a un bureau où il y a 4 personnes qui vont faire 100 appels téléphoniques
chaque demi-heure pour vérifier l'audience. Et alors tu dois vérifier l'audience qui a fait ton film pour comprendre si les choix que tu as faits sont corrects ou pas. Il avait déjà compris que l'audience était tout. L'audience est essentielle. Mais elle n'est pas suffisante, car Silvio Berlusconi voit grand. Son idée est d'acheter toute une série de stations locales aux 4 coins du pays et de les réunir ensuite pour donner naissance à une grande chaîne commerciale à l'échelle de toute l'Italie. Évidemment, tout ça coûte cher. Trouver de l'argent frais, c'est la nouvelle responsabilité de Marcello Dell'Utri et donc l'occasion de solliciter à nouveau la mafia. Dell'Utri, à la fin des années 70, est venu demander à Stefano Bontate s'il voulait investir dans des sociétés à Milan. Comme nous avions de bons rapports, il m'a demandé si je voulais investir 500 millions dans cette affaire. Une somme relativement modeste à l'époque pour ce chef de clan qui est alors l'un des plus gros trafiquants d'héroïne en Italie. J'avais déjà investi ailleurs, et donc à ce moment-là, je n'ai pas pu. Mais l'argent de Bontate, lui, a vraiment fini chez Berlusconi. Mais sous quelle forme l'argent de la drogue est-il arrivé jusque dans les caisses de la télé Berlusconi? Pour le savoir, il faudra attendre 20 ans et la déposition de cet homme, Filippo Alberto Rapisarda. Il a passé sa vie à blanchir des fortunes pour la mafia sicilienne. Le procureur Ingroia est le magistrat qui a recueilli ses aveux. Rapisarda a raconté plusieurs épisodes de versements occultes au groupe de Berlusconi, dont il a été personnellement témoin. Dont un particulièrement. À Paris, à côté des Champs-Élysées, près de l'hôtel Georges V. Une rencontre entre Bontate et justement Dell'Utri. C'est là qu'a eu lieu la remise de l'argent liquide dans une mallette. Non le sa che si trattava di 10 miliardi di allora? Ma 10 miliardi di allora credo che andavano in una valigetta. Ma erano sul tavolo, era fuori dalla valigetta. Io sono ovviamente stomacato da tutto quello che ha detto. Marcello Dell'Utri, l'âme damnée de Berlusconi, peut jouer les vierges effarouchées. Mais il est pris la main dans le sac. Car c'est lui, sous son propre nom, qui avait loué l'appartement parisien où avait eu lieu la remise des fonds. Il s'agissait alors d'une planque qu'il avait mise à disposition de Rapisarda, le financier en cavale. Io solo per fargli una cortesia, già che lui non poteva presentarsi, non avendo una carta d'identità, gliel'ho affittato a mio nome, ma abitava lui lì. Tutto qua. Tutto questo si trasforma adesso in una colpa verso di me. È stato solo un gesto di amicizia allora. È chiaro che oggi non lo farei più. Trop tard. Maintenant, il est clair que le groupe Berlusconi a profité du cash de Cosa Nostra. Combien a-t-il touché d'argent noir en ce début des années 80? Une certitude. À Milan, dans ces années-là, celui qui deviendra plus tard le chef du gouvernement italien dispose de moyens illimités pour financer le développement de ses télévisions. Sa première grande chaîne nationale peut décoller. C'est le démarrage du canal 5. 2 ans après, on a acheté Italia 1 et 4 ans après, on a acheté RT 4. Il avait acheté avec l'Amérique, il avait acheté beaucoup de téléfilms, soap opera, c'est tout ça. Il avait par exemple un coup de génie, ça avait été d'acheter pour 2 milliards de lire 500 films, la meilleure production de l'Italie. On a acheté beaucoup de catalogues. En quelques années, Silvio Berlusconi se constitue un véritable empire du petit écran, le groupe Mediaset. Ses émissions très grand public captent près de la moitié de l'audience en Italie, en déstabilisant la RAI, la télévision publique italienne.
Doté de ressources qui semblent inépuisables, l'Italien déborde d'ambition. Vede che dietro di me c'è una pianta dell'Europa che è la nostra prossima avventura. C'est à ce moment-là que le champion Berlusconi débarque en France, le chéquier en poche. Le tout Paris audiovisuel allait se prosterner devant le nouveau sultan de la télévision. Beaucoup, je dis pas tous, mais beaucoup étaient prêts non seulement à se vendre, plutôt à se faire acheter à un prix élevé. Des rumeurs couraient aussi sur l'argent dont il disposait, d'où ça venait, est-ce que c'était de l'argent propre, est-ce que c'était de l'argent blanchi, c'était pas très clair. En tout cas, l'argent coulait à flot. L'origine de cet argent, une question taboue à ce moment-là, car la création de la 5 a été décidée au plus haut niveau de l'État par François Mitterrand en personne. Et le président n'a pas envie de savoir. Vous êtes un homme de culture. Est-ce que de ce point de vue, vous n'êtes pas inquiet par les activités, le passé de M. Berlusconi? Vous savez, à partir du moment où une chaîne comme cela, il faut mettre une mise immédiate sur la table qui représente en fait 1,5 milliard. Hein. 1,5 milliard. Ça ne se trouve pas n'importe où. Ce sont des capitaux qui cherchent à se placer dans un domaine commercial et culturel. C'est leur affaire, c'est pas la mienne. Voulez-vous qu'on passe à d'autres sujets? François Mitterrand préfère fermer les yeux. Monsieur le Président. La question est trop politique. Cette chaîne est une idée de Bettino Craxi, le chef du gouvernement italien. Par ailleurs, un vieil ami socialiste du président français et un virtuose de la manœuvre politicienne. Un des arguments que Craxi a développé auprès de François Mitterrand est le suivant. Vous allez inévitablement perdre les élections législatives de 1986. La télévision publique sera totalement verrouillée par Chirac et par la droite. Donc ce serait une bonne chose que vous puissiez disposer d'une télévision privée comme une sorte de contre-pouvoir au futur pouvoir de droite qui risquait de mettre la main sur l'ensemble du système télévisuel public. À Paris, Silvio Berlusconi avait été chaudement recommandé par son ami Bettino Craxi, qui n'est autre que son témoin de mariage. Et en Italie, l'homme d'affaires a toujours bénéficié des faveurs de l'homme politique, avec des lois spécialement taillées pour ses chaînes de télé. Craxi était pour nous. Craxi a vu en Berlusconi, mais particulièrement dans la télévision commerciale, quelque chose qui faisait le bien du pays. Voilà. C'est vrai, il a empêché que Berlusconi soit stoppé. C'est ça qu'il a fait. Et il l'a fait parce qu'il y croyait aussi. En 1986, Silvio Berlusconi est devenu une personnalité. Mais avec les gages qu'il a donnés à la mafia dans le passé, il ne semble plus craindre vraiment pour sa sécurité. D'ailleurs, les liens se sont distendus avec Vittorio Mangano, le mafieux qui avait été placé auprès de lui 10 ans plus tôt. Entre 2 séjours en prison, Mangano donne dans l'extorsion de fonds. Et quand un jour, une bombe artisanale explose devant chez Berlusconi à Milan, tout le monde pense au retour du mafieux de Palerme. Berlusconi en parle à son bras droit Dell'Utri. Il ne se doute pas qu'à ce moment-là, son téléphone a été placé sur écoute. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Questo qui mi hanno aperto un po' gli occhi i carabinieri quando hanno detto questo qui è un chiaro segnale estorsivo. Io penso che sia lui. Sì. Poi una bomba fatta proprio rudimentale, con 1 chilo di polvere nera, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Perché mi ha inclinato soltanto la parte inferiore della cancellata. È una cosa anche rispettosa ed affettuosa. Uno mi aveva mandato una raccomandata, caro dottore, e lui mi ha messo una bomba. Ma gliel'ho detto anche ai carabinieri. Se mi avessi telefonato io 30 milioni glieli davo. Scandalizzatissimi, come 30 milioni?
Dice, dai, che poi noi lo arrestiamo. Gli dico, ma no, giù per 30 milioni. Une plaisanterie pour Berlusconi qui a pris depuis longtemps l'habitude de payer pour assurer la sécurité de son groupe. Les organisations mafieuses le savent bien et la pression des racketteurs, incendie criminel à la clé, se fait insistante. C'est la marche normale des affaires. Voilà tout. Quand vous êtes dans un business comme ça, vous êtes ouvert à tout. Hein. Vous êtes un cible. À la fin, vous êtes un cible. Si vous ne payez pas, la mafia vous fait quelque chose. Ben, mais c'est quelque chose qui existe depuis des siècles, la mafia. Lorsqu'il a été victime d'attentats, Berlusconi ne s'est jamais adressé aux autorités judiciaires. En aucun cas, jamais. Il avait choisi une autre voie, et cette autre voie, c'était de se retourner vers son homme de confiance, c'est-à-dire Marcello Dell'Utri. Dell'Utri, c'était l'homme de main de Berlusconi. En Sicile, en Italie, partout, il l'envoyait rencontrer les chefs locaux de la mafia pour arranger ses affaires et pour savoir au final combien il devait payer. Il a fait ce travail pendant 30 ans. Entre négociations occultes avec la mafia à Palerme et soutien politique de Craxi à Rome, Berlusconi prospère. Mais cet équilibre précaire va bientôt voler en éclats. En 92, une tempête s'abat soudain sur l'Italie. À Milan, une poignée de magistrats vient de lancer l'opération Mani Pulite, l'opération main propre, une offensive de grande ampleur contre la corruption politico-financière. Cet ancien commissaire de police, devenu procureur, coordonnait toutes les enquêtes. En Italie, un système diffus de corruption avait permis à certains chefs d'entreprise de se développer plus vite que les autres. Pas grâce à leur mérite de chef d'entreprise, mais grâce à la corruption, grâce au fait qu'ils payaient ou rendaient des services au personnel politique, aux responsables des institutions et aux fonctionnaires. Avec l'opération main propre, le système des partis s'écroule. Toutes les figures de référence s'écroulent. Les grandes personnalités s'écroulent. Et Craxi aussi. Bettino Craxi s'est retrouvé impliqué dans une série de financements illégaux et de corruption, pour lesquels il a été condamné. Il a fui en Tunisie, où il est resté jusqu'à sa mort. Silvio Berlusconi est orphelin. Dans cette Italie année zéro, il n'a plus de protecteur. L'idée de fonder son propre parti politique est en train de germer. À Palerme, la capitale de la mafia, le pouvoir a déjà changé de main. Le parrain Stefano Bontate n'est plus là pour garantir la tranquillité du groupe Berlusconi. Il est tombé dans un règlement de compte sanglant entre clans mafieux rivaux. Les nouveaux hommes forts de la mafia sont originaires du célèbre village de Corleone. Toto Riina, alias La Bête, et Bernardo Provenzano, dit le comptable, règnent d'une main de fer sur Cosa Nostra. Mais pour eux aussi, 92 est une année terrible. En janvier, tous les parrains de la mafia, déjà arrêtés ou encore en cavale, ont été définitivement condamnés dans ce que l'on a appelé le maxi-procès.
C'est la première fois que la justice antimafia, dirigée par les juges Falcone et Borsellino, met les grands chefs de l'organisation en échec. La mafia, le parrain Riina, comprend que le mythe de l'invincibilité de l'organisation est pulvérisé. Donc à ce moment-là, il est décidé de déclencher une vendetta contre les juges Falcone et Borsellino qui avaient bouclé cette enquête. La notizia arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stadia la scena è terribile. Siamo in guerra, dice un passante. C'è un punto oltre il quale veramente non si può andare. Une vague d'émotions submerge tout le pays. Déjà 2 mois plus tôt, le juge Falcone avait trouvé la mort dans l'explosion de 600 kilos de TNT sur une autoroute sicilienne. Pendant des mois et des mois, je me rappelle que chaque fois que je rentrais chez moi, je pensais toujours à la même chose. Sur chaque mètre de mon trajet, il pouvait y avoir une voiture piégée, et absolument personne n'aurait pu nous sauver. Ces meurtres indéfendables vont sceller le sort de la bête, Toto Riina. Le chef de Cosa Nostra est arrêté quelques mois plus tard. Bernardo Provenzano devient donc capo di tutti capi, chef de la mafia sicilienne. Une succession qui va bientôt faire les affaires du clan Berlusconi. Avec l'arrivée de Provenzano, une nouvelle ère commence. On l'a appelée la stratégie souterraine. Toto Riina était un chef militaire, un général. Provenzano, lui, était un homme qui soignait les relations extérieures et les relations d'affaires. Et c'est donc la stratégie souterraine, l'occultation des liens avec la politique et les milieux économiques, puis leur reconstruction avec comme priorité de faire des affaires. Seulement voilà, l'opération anticorruption main propre a décimé la démocratie chrétienne. Ce parti qui gouverne le pays depuis un demi-siècle est pratiquement anéanti. C'était l'interlocuteur habituel de la mafia au cœur de l'appareil d'État. On a toujours eu besoin de relations politiques. Cosa Nostra était un État dans l'État, une espèce de franc-maçonnerie. Il y avait des avocats, des hommes politiques, des médecins, des professions libérales. Ils y étaient tous. D'un côté, la mafia est obligée de se trouver de nouveaux alliés politiques. De l'autre côté, Berlusconi aussi a besoin de pouvoir politique. Un rapprochement va donc avoir lieu. Ce rapprochement est évidemment une mission toute désignée pour Marcello Dell'Utri. L'homme de l'ombre du clan Berlusconi va alors multiplier les rendez-vous secrets avec une vieille connaissance des années 70, Vittorio Mangano. Dell'Utri a dit qu'à cette époque, Vittorio Mangano venait à Milan pour des raisons de santé et qu'il était allé lui demander un conseil. Comme si subitement Dell'Utri était devenu médecin et qu'il pouvait donner des conseils médicaux à son ami Mangano. Les repentis racontent tout autre chose. Mangano y était en fait revenu pour remplir son rôle d'intermédiaire, dans un moment crucial où il fallait souder l'accord entre le parti naissant Forza Italia et Cosa Nostra. Forza Italia, le nouveau parti que Berlusconi a en tête,
est maintenant pratiquement sur les rails. À Milan, Berlusconi n'a plus qu'une formalité à accomplir, mettre les dirigeants de son groupe au courant. C'est l'objet d'une réunion au sommet, avec tous les cadres de l'entreprise, dans sa villa d'Arcore, à la fin du printemps 93. Emilio Fede était l'un des invités. Cet ancien journaliste qui a fréquenté pendant 25 ans la cour de Silvio Berlusconi raconte pour la première fois. C'était en juin. Je m'en souviens car on était tous là et on jouait avec des cerises en attendant le début de la réunion. Berlusconi est arrivé et sa question était précise. Voilà, nous sommes sur le point de descendre dans l'arène, de nous lancer. Alors je vous demande, est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Commençons par Fedele Canfalonieri. Fedele, qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'étais contraire qu'il rentre en politique parce que, compte tenu de la situation en Italie, du judiciaire, et il a eu contre les magistrats qui étaient les toghe rosse, c'est-à-dire les magistrats rouges, les juges rouges. J'étais contre aussi parce que j'étais sceptique sur sa réussite. Moi, je n'avais aucun doute. Quand ça a été à moi, j'attendais tellement mon tour que d'entrée, je lui ai dit « Mais oui, tu dois descendre dans l'arène. J'en suis certain. Je suis certain que tu vas gagner les élections et que tu deviendras le chef du gouvernement. » Et encore plus, il y a Marcello Dell'Utri qui dit « Oui, on fait bien d'y aller et on doit se préparer pour être prêt très vite. » Je crois que je ne fais pas de tort à Berlusconi en disant que Dell'Utri a été déterminant quand il a dit « Oui, on y va. » Dell'Utri, celui qui fait le lien avec la mafia et donc à la manœuvre pour pousser Berlusconi sur l'avant-scène politique. C'est lui qui organise tout, à commencer par le recrutement des troupes. La classe politique de Berlusconi était dans ses vendeurs de publicité. Et il a pris les vendeurs de publicité et Marcello Dell'Utri était le chef des vendeurs de publicité. Il ne leur reste plus qu'à trouver un coach. Ce sera Ezio Cartotto, le vieux conseiller politique, familier de Berlusconi depuis les années 70 à Milan. Botticelli, c'est le nom de code de sa mission. Donc, le projet Botticelli était un projet secret, ou pour le moins très discret. Toi, tu veux faire de la politique ou tu veux rester cadre de l'entreprise? Si tu veux faire de la politique, tu dois suivre les cours de formation de Cartotto. Alors j'ai organisé des cours de politique dans un hôtel de grand luxe, en Suisse. On y amenait des groupes de 15 à 20 personnes. Je montais des stages de préparation politique de 2 jours en expliquant les différences entre les partis, comment ils étaient organisés, comment se déroulaient les élections, comment éviter la fraude électorale. À partir de là, on a pu parler de Forza Italia, parce que c'était devenu officiellement un parti politique. Forza Italia. Scende in campo l'Italia che lavora contro quella che chiacchiera, l'Italia che produce contro quella che spreca, l'Italia che risparmia contro quella che ruba, l'Italia della gente contro quella dei vecchi partiti. Forza Italia, per costruire insieme un nuovo miracolo italiano. Il a fait quelque chose, peut-être c'est un peu exagéré, mais napoléonienne. En 3 mois, fonder un parti, gagner les élections, c'est quelque chose plus que remarquable. Mais le plus remarquable, c'est ce que Berlusconi a réussi à cacher à ses électeurs. L'aide de Cosa Nostra dans le succès de Forza Italia. À peine élu, le nouveau chef du gouvernement italien est pourtant déjà en train de renvoyer l'ascenseur. Dans le premier programme politique de Forza Italia, il y a un volet spécifique qui vise à changer la législation sur les repentis. Et la loi sur les repentis, qui intéressait-elle à l'époque? Berlusconi n'était pas en procès ou mis en examen, ce n'était pas pour lui. Il le faisait pour d'autres. Il le faisait dans l'intérêt de la mafia. L'omerta, pourtant, elle tient toujours.
car Berlusconi a réussi à protéger le secret sur ses liens passés avec Vittorio Mangano. Il a fait ce qu'il fallait pour que le vieux truand sicilien ne se mette pas à table devant les juges. Un soir, j'étais à Arcore chez Berlusconi pour lui tenir compagnie, comme très souvent, quand Marcello Dell'Utri est arrivé de Palerme. Ils ont pris un café et ont commencé à parler de Mangano, le fameux garçon d'écurie, qui était alors en prison à Palerme. Là, Dell'Utri s'inquiète du fait que Mangano puisse être maintenu en détention dans l'espoir qu'il révèle on ne sait quoi, puisque la stratégie suivie par les enquêteurs était de chercher des liens entre l'argent, la mafia, Arcore, Berlusconi, Mangano, Dell'Utri. Berlusconi dit alors « Il ne faut pas oublier de venir en aide à sa famille ». Famille en Sicile peut vouloir dire le clan mafieux, mais là, il parle de la vraie famille du garçon d'écurie, et donc de l'aider financièrement. Il n'y a jamais eu d'enquête sur ces faits de subornation de témoins. Le premier gouvernement Berlusconi, mal préparé à l'exercice du pouvoir, ne dure que 7 mois. Mais ce n'est que partie remise. Ces chaînes de télé, toujours à la pointe de l'audimat, vont aider le milliardaire à reconquérir le pouvoir 7 ans plus tard. Il a fait sa traversée du désert pour paraphraser De Gaulle et il a gagné encore. C'è tanto lavoro da fare nei prossimi mesi e nei prossimi 5 anni. Io vi garantisco che parlerò di meno e lavorerò di più. En Sicile, la mafia, elle, a déjà bien travaillé pour lui. Oui, c'est vrai. Forza Italia a eu beaucoup de succès en Sicile. Dans les enquêtes que nous avons menées, beaucoup de mafieux qui sont devenus des repentis ont tous dit que les chefs de l'organisation avaient donné l'ordre à toute la mafia de voter et de faire voter pour ce parti. Les 61 sièges de la Sicile ont tous été remportés par Forza Italia. C'est dire à quel point la mafia les désignait comme son nouvel allié. Ce n'est plus jamais arrivé après. Aucun député ni sénateur de l'opposition n'a été élu. Et en face, qu'est-ce qui se passe? Les attentats s'arrêtent. Il n'y a plus de règlement de compte à Palerme. La mafia redevient ce qu'elle était avant, silencieuse, et elle refait ce qui est son métier, les affaires. La mafia ne fait pas de politique, elle fait de l'argent. La mafia utilise la politique utilise la mafia. Cosa Nostra ne peut que se féliciter d'avoir aidé à la victoire de Silvio Berlusconi. Même Marcello Dell'Utri, l'homme de l'ombre, siège maintenant au grand jour, au cœur du pouvoir. Berlusconi l'a fait élire sénateur. Grâce à lui, le parrain en cavale Bernardo Provenzano peut exercer son influence sur la politique en Italie. Il y a un contact direct entre Provenzano et Berlusconi. Un contact direct qui établit une paix mafieuse. Une paix qui s'est effectivement installée. Et une reprise des activités illégales ou prétendues légales de Cosa Nostra. Non seulement en Sicile, mais également en Italie. Provenzano disait au chef mafieux que d'ici 7 à 8 ans, grâce aux promesses politiques qui lui avaient été faites, Cosa Nostra serait tranquille, elle n'aurait plus de problème. C'est ce que disent les repentis dans de nombreux procès de la mafia. Il est clair aussi que pour maintenir l'équilibre, Provenzano devait rester libre. Moi, j'avais rencontré Provenzano chez moi en 2001-2002. Et je me rappelle comment Provenzano se baladait partout, tranquillement. Provenzano avait des rapports avec des hommes des services secrets et des membres de la police qui protégeaient sa cavale.
Provenzano aurait pu être arrêté plus tôt, à plusieurs occasions. Certaines forces de police avaient même eu des informations précises pour pouvoir l'arrêter. Mais finalement, ils n'étaient pas intervenus. Ils attendront un petit matin pluvieux du printemps 2006 pour intervenir réellement. Coïncidence, qui n'en est sans doute pas une, la veille, Berlusconi venait juste de perdre les élections, et donc le pouvoir qu'il exerçait depuis 5 ans. Cette fois-ci, la mafia sicilienne est vraiment orpheline. Elle ne s'en remettra pas. Dans l'imaginaire collectif, la mafia, ce sont des personnages comme Riina, comme Provenzano, des hommes qui ne savent même pas parler correctement l'italien, qui portent encore une casquette. La nouvelle génération de mafieux, et j'en ai arrêté moi-même, ont des masters 2, parlent 3-4 langues, voyagent dans le monde, ils dirigent des entreprises mondialisées. Les mafieux à l'ancienne, eux, on ne les utilise plus que comme porte-flingue. Cosa Nostra en tant qu'idéal, c'est fini. Nous étions une organisation non reconnue par l'État, mais nous étions à l'intérieur de l'État. Rien à voir avec la Cosa Nostra d'aujourd'hui. Francesco Di Carlo n'en fait plus partie. Pour s'éviter 25 ans de prison, il a retourné sa veste et préféré collaborer avec la justice. Comme cet autre repenti, le tueur Spatuzza. Devant ce tribunal, il dévoile les confidences explosives de ses propres chefs sur l'alliance entre le parti de Berlusconi et la mafia. Mi si dice che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo, e questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti. E vengono fatte in nome di 2 soggetti, di Berlusconi, e qui venne a dire a Graviano se era quello del Canale 5. Sì. Non mi disse che era quello del Canale 5, aggiungendo che tra cui c'è di mezzo un nostro compaesano, Dell'Utri. Grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. Ce témoignage va être fatal à Marcello Dell'Utri. Et à l'heure des comptes, face au juge, le fidèle bras droit se retrouve bien seul sur le banc des accusés. Dell'Utri a été condamné pour sa collaboration à une association mafieuse en première instance, en appel, puis définitivement condamné en cassation. Dell'Utri est, dans le sens sicilien du terme, un vrai homme d'honneur. Moi, je suis de Palerme, Dell'Utri est de Palerme aussi. Nous deux, on sait bien de quoi on parle quand on parle d'homme d'honneur. Ça veut dire que Dell'Utri est en réalité l'ambassadeur de Cosa Nostra, l'ambassadeur mandaté par la mafia auprès de Berlusconi. Les discours enflammés de Berlusconi pour soutenir son homme de confiance n'auront donc pas permis de sauver le soldat Dell'Utri. Da non so quanti anni si fa un processo a Marcello Dell'Utri e allora si vuole recuperare alla società un signore che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha fondato un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. Le roi Silvio est encore passé entre les gouttes. Pour l'impliquer, il aurait fallu que la justice accepte de mettre en examen 20 ans de pouvoir à l'ombre de la mafia, au risque de déstabiliser tout un pays.
Je considère, moi, que la justice italienne, la magistrature italienne, n'a pas eu assez de courage dans ce moment historique. À la fin de son règne, en 2011, c'est finalement son obsession pour les femmes, jeunes, jolies et légères de préférence, qui va le faire trébucher. Berlusconi est forcé de quitter le pouvoir. Une chute précipitée par les développements de l'affaire Ruby. Un scandale judiciaire, emblématique des soirées Bunga Bunga, ses parties fines en compagnie de call girls, parfois mineures. Moi qui suis un témoin direct, je peux dire que je n'ai jamais rien vu de bizarre. Et pourtant, les yeux pour voir, je les ai. C'étaient des jeunes filles qui s'amusaient à danser entre elles, qui ensuite, une fois les dîners terminés, partaient, sauf 3 ou 4 qui restaient. Ce qui se passait après, il y avait des rapports sexuels auxquels je n'ai jamais assisté. Et quelle faute y a-t-il à avoir des rapports sexuels dans le domaine privé, dans l'intimité de la maison du président du Conseil? Même s'il n'a rien vu, comme il dit, Emilio Fede a été condamné à 4 ans de prison pour incitation à la prostitution dans le dossier Bunga Bunga. Pour Berlusconi, le couperet n'est pas passé loin. Comme à chaque fois, le bras de la justice s'est abattu sur ses proches, pas sur lui. Pour un Berlusconi à l'innocence miraculeusement préservée, la mafia n'est plus aujourd'hui qu'un simple sujet de plaisanterie. A proposito, scusa Vito, tu hai parlato prima dei problemi con la mafia, ma che problema c'è? Ci sono io, no? Dans les quartiers nord de Marseille, ils vivent au présent et parlent de leur avenir. L'heure D, tout de suite sur France 3. Il y a beaucoup plus de gens dans les quartiers qui s'en sortent que des gens qui sont en galère, faut pas le croire. Inédit, sur France 3, avec Jamy et Myriam, partez en vacances en toute tranquillité. T'es équipé, j'espère. Qu'est-ce que tu m'as encore préparé? Apprenez à reconnaître les pièges de l'été. Alors la technique, c'est de ne pas paniquer. Évitez les grosses frayeurs. Je me retrouve très très loin du rival. Faut pas lutter contre le courant. Attraper une couleuvre. Apprivoisez vos peurs. Si on tombe, impossible de se rattraper. En vacances, oubliez tout. Myriam et Jamy s'occupent de tout. Inédit, mercredi à 20h55 sur France 3.
Ah bon, ils ont fait un parking ici. On va monter dans le pont. Bon, ça c'est des techniques, ça, tranquille. Chadali, Papa, volé. tu te rappelles que la première fois qu'il a neigé ici, eh ben, j'ai fait un clip, je suis monté sur le toit, j'ai fait un clip ici. De la Montewo. Daouda, Faïs, Karim, Chadali ont grandi ensemble à la Busserine dans les quartiers nord de Marseille. Nous les avons rencontrés il y a 4 ans et découvert des codes bien éloignés des nôtres. En apparence, tout nous oppose. Ils sont d'origine comorienne, nous sommes blancs. Ils habitent une cité populaire, nous vivons dans les beaux quartiers. Ils sont musulmans, nous sommes athées. Chacun prisonnier de ses a priori, tous du même pays mais comme étrangers les uns aux autres. C'est pourtant de ces oppositions que notre amitié est née. Nous avons échangé, nous avons appris et ensemble nous avons démonté quelques clichés. Je vais sauter, ça y est, j'en ai marre, je vais sauter. Ne me pousse pas à bout, Fanny. Fanny, me pousse pas à bout. Nous les retrouvons en pleine année électorale. Certains d'entre eux vont voter pour la première fois. Défiant ainsi les fantasmes d'une société qui voit en eux une jeunesse qui affirmerait haut et fort son rejet de la France, mais qui pourtant cherche juste à être reconnue. Non, sincèrement. La vérité, c'est qu'on a accepté les choses, en fait. Mais tu m'as obligé, c'est pas... Non, accepter, tu es obligé d'accepter. Non, la vérité, c'est... Non, tu non, je n'étais pas obligé d'accepter. Nous, on a accepté les choses, on a accepté la situation dans laquelle on vit, on a compris qu'il y avait des chemins pour en sortir, qui étaient difficiles, mais on saisit les chemins pour en sortir. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de... Moi, je pense qu'il faut un peu plus de soutien des personnes qui ont du pognon, pour qu'on puisse nous développer nos actions. Après, moi, je trouve que c'est pas le bon chemin, ça. Enrichir le quartier. Parce qu'après, plus tu donnes envie. Mais qu'est-ce que tu veux au quartier? Si on parle de ces terrains. Si on parle de ces terrains. Attends, mais ce qu'ils veulent les gens, c'est du travail. Oui, mais si on parle de Il faut arrêter de compter sur les élus. Certes, on n'a pas de subventions, on n'a pas de... On fait avec. Les élus, l'État, la région, le département. On fait avec. Après, c'est difficile. Mais la question, c'est est-ce que c'est difficile que pour nous? Je ne pense pas. Le quartier, c'est pas tout ce qu'on en dit. Qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce que est le quartier? Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Je dis bien qu'est-ce qu'on en dit et pas qu'est-ce qu'on en pense. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que c'est des zones de non-droit, on en dit que c'est que là-bas on n'y travaille pas, que limite on est des sauvages, que limite on profite de la société française, que limite on se sent pas français, limite, si j'extrapole la chose, on a dit qu'on est le cancer de la société. Si j'extrapole au maximum la chose. On a dit que tous les maux de la société française, ils viennent là. Qu'importe. Le problème, j'ai l'impression qu'on va forcément essayer de le lier au quartier, ou aux Arabes, ou aux Noirs, ou aux musulmans, ou tout ce qui nous constitue. J'ai l'impression que tous les problèmes, on va essayer de les lier à ça.
plateau. Tu veux faire au Théâtre Forum? Ouais. Tu veux faire au Théâtre Forum? Allez, vous asseoir, allez, vous asseoir. Nous, le collectif jeune, on n'a pas été formés sur le Théâtre Forum. Donc ne nous attendez pas à ce qu'on soit au top. C'est impossible. Ensuite, ce qu'on demande à le Théâtre Forum, il y a théâtre, après il y a forum. La partie sketch, elle sera ici, et la partie forum, c'est tous ensemble qu'on va la mener. Silence plateau, moteur. Action. Là, ils font semblant, ils font la scène. Ils vont taper chez moi en fait. Taper chez moi et j'ai un avis complètement négatif par rapport au vote. Je veux plus voter, j'ai trop voté, voilà. Je me mets dans la peau du personnage. Pas de costume. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales pour voter? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? C'est Sarah du collectif jeune. Qui? Sarah du collectif jeune de la Busserine. Bonjour monsieur, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous votez? Et est-ce que vous êtes inscrit dans les listes électorales? Non! Et on peut directement vous inscrire dans les listes électorales? Non! Bah pourquoi je... Non! C'est vraiment rapide. Non! J'ai voté en 2012, en 2006, en 2016, en 2018. Monsieur, on est en 2017. J'ai voté pour l'année prochaine. Ça change rien. Bah... Je ne veux pas. J'ai trop voté. J'en ai marre. Monsieur, franchement... Je suis rayé dans les listes électorales. Rayé. Mais monsieur... Mes enfants sont rayés. C'est un droit Toi, je te raye. Mais monsieur, c'est un droit et un devoir de voter. Je m'en fous. Ça coûte vraiment... Non! Je te raye. Ouf. On va démarrer. On démarre? Non, on démarre. Oui, on démarre. Oui. Ah, tu crois Néo Centré? Oui. Ah ouais, c'est chaud. Donc on va se présenter, nous. Déjà, on va commencer par se présenter. On est le collectif jeune. Moi, c'est Mohamed. Et donc, j'ai 19 ans. Je suis en bac pro logistique et transport. Ouais, je suis un jeune du collectif jeune. Bonjour à tous. Chadali, 18 ans. Je suis en BTS chimie. On vient de découvrir. Vous êtes pas au courant? Non. Ah, je rigole. Là, je rigole. Je suis engagé en service civique, porteur de projet, membre du collectif jeune, de l'association à la Fou, du conseil d'administration de Passerelle. Aïe. Et voilà, ouais, on est là. L'idée du challenge citoyen, c'était effectivement que les jeunes se saisissent de cet aspect d'engagement citoyen, parce qu'on sait que si les jeunes se saisissent de ça, les adultes vont suivre. Et effectivement, c'est ce que tu dis, ça a l'air de bien fonctionner, c'est vraiment bien. Même des gens du quartier qui ont pensé qu'ils n'allaient jamais nous regarder, ils sont intéressés à nous, puisqu'on a pris l'initiative d'aller à leur rencontre. On a fait le porte-à-porte, et même au porte-à-porte, des personnes qui ne votaient plus, qui, on va dire, qui n'avaient plus espoir, qui étaient démotivés, juste parce qu'ils ont vu que c'était nous, des jeunes, qui avaient pris cette initiative. Ils se sont dit pourquoi pas, on va essayer quand même, on va y mettre du nôtre et on voit si ça bouge. Ça va faire un peu victime de tout le temps parler des jeunes, mais c'est l'avenir, c'est le demain. Et si, aujourd'hui, il n'y avait pas de collectif jeune, il n'y avait pas de challenge citoyen, si j'avais pas un grand frère, si j'avais pas Daouda, si j'avais pas les personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont montré les vraies choses, moi, à cette heure-ci, je serais au quartier sur un canapé. Et ce quartier, tu l'aimes ou il te désespère plutôt? Non, je suis pas désespéré. Ce quartier, c'est ça aussi. Même si les racailles, c'est pas bon, mais c'est ça aussi qui m'a forgé. Je partirai pas pour rien ou pour fuir. Je resterai là. Merci à toi. Une autre question? Nickel. Une autre question? Voilà. Mais comme ça, peut-être, tu me vois mieux sur mon beau profil. Vous avez pas fini? Qu'est-ce qu'il a? Aujourd'hui, ce que je suis, c'est le quartier. Mon bon profil, là. Vraiment utiliser ce terme quartier, puisque
Peut-être, je suis pas parfait, tout le monde a des défauts. J'ai des défauts, mais les qualités que j'ai, c'est le quartier qui nous a apprises. Il y a certaines personnes qui le prennent comme une cage rassurante parce que, comme j'ai dit, on les a mis là. S'ils n'ont pas décidé ça, on les a mis là, ils n'avaient pas le choix. Et ils savent qu'ailleurs, ils ne sauront pas comment se comporter. Par exemple, si aujourd'hui tu prends quelqu'un qui a toujours vécu dans les quartiers nord, qui a mangé quartier nord, qui a bu quartier nord, et tu le ramènes d'un coup au théâtre de la cité, tout seul, il va partir. Je pense qu'il va partir, il va pas rester longtemps. Puisqu'il ne connaît pas. Ça va les gens? Ça va? Vous faites quoi? Mais viens. Reste là mon petit. Dis-moi. Tu aimerais faire quoi plus tard? Footballeur. Et à l'école? Non mais un vrai métier. Un vrai métier? Ouais. Professeur. Professeur? Oui. Chapeau. Ouais. Tu as quel âge aujourd'hui? 10 ans. 10 ans? Franchement, chapeau. Ouais. En tout cas, ne te laisse jamais abattre par les personnes qui vont dire tu vas pas réussir. D'accord? Va jusqu'au bout. D'accord? J'arrive sur mes 26 ans. Je suis éducateur en prévention rue. Je m'occupe des jeunes qui sont en difficulté. Moi, j'ai pas les bonnes chaussures, hein. Sinon, je t'aurais fait plein de choses. Hein. Le fait de pouvoir aider, de transmettre, d'accompagner, de donner et d'aller vers, je ne pensais pas qu'il y avait un métier pour ce genre de valeurs. Moi, je suis la génération de l'ingénieur. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir revu au premier étage. D'habitude, je te vois là-haut, ça va. Là, je la vois au premier étage. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, je continue. Allez, ciao. Au revoir. Allez. Je peux entendre que le quartier soit une cage rassurante. C'est parce qu'il y a une vie qui se passe, il y a une vie qui se fait. C'est le vivre ensemble. Et ça, c'est très intéressant. Oui, c'est rassurant parce que tout le monde se connaît. Et il y a l'entraide aussi qui se fait. Et les difficultés sont reconnues, donc tout le monde tend la main pour aider l'autre. Donc c'est rassurant, c'est vrai. Et les jugements se font rarement. À la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, ciao. Une cage, c'est carré, il y a des barreaux, mais il y a aussi une porte. Et si tu as envie de sortir de cette cage-là, tu ouvres la porte. Et après, à toi de voir ce qu'il y a après la porte, quoi. Et après, il y en a qui voient ce qu'il y a après la porte et disent « Ah, ça me convient pas ». Franchement, je suis mieux dedans parce qu'on m'accepte pas trop quand je sors d'ici. Il y en a, ils vont dire « Ah, je suis curieux, c'est bon, je reviendrai après. » Voilà, c'est moi. Je reviendrai après de cette cage-là. Mais pour l'instant, je vais m'aventurer un peu parce que j'ai vu qu'il y avait plein de choses à découvrir, plein de choses à faire.